Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Je suis Frédéric Jérôme, partenaire agilité à l'échelle chez Inspirit. Et donc, on va vous parler aujourd'hui avec Christelle de l'orchestration du delivery à grande échelle, et en particulier d'un événement qu'on a mis en place chez AG2R La Mondiale pour nous aider justement à coordonner le delivery de beaucoup de trains et d'équipes agiles qui doivent collaborer ensemble. Et donc bonjour à tous, je suis Christelle Frataroli, directrice de la transformation agile et directrice du pilotage et de la performance chez AG2R La Mondiale. Et donc, on va pouvoir commencer, merci, en remerciant tous les partenaires qui permettent à cet événement d'avoir des discussions riches et enrichissantes. Pour ma part, c'est la première fois que je participe et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait de la nourriture pour la réflexion. Donc merci aux sponsors. Alors avant de commencer, je vais vous présenter AG2R La Mondiale et commencer par peut-être casser une idée que vous pouviez avoir en tête. Non, AG2R La Mondiale n'est pas qu'une équipe de cyclisme, même si vous en avez beaucoup entendu parler pendant les différents Tours de France et autres Espagne ou Italie. On est surtout un groupe de référence en assurance de la personne qui couvre tous les types de populations, avec 4 métiers principaux, la prévoyance, la santé, l'épargne, avec majoritairement l'assurance vie, et puis la retraite complémentaire et la retraite supplémentaire. À ça s'ajoutent des nouveaux métiers qu'on commence à explorer autour du bien vieillir et un peu d'assurance auto également en partenariat. Globalement, on protège 15 millions de clients, 15 millions de personnes, c'est les personnes protégées. On accompagne un quart des entreprises françaises et le groupe repose sur 15 000 collaborateurs, dont 1 700 à la direction des systèmes d'information et du digital. Si on rajoute les métiers qui coexistent, qui tournent autour de la DSI, notre transformation, elle draine globalement une population de 2000 personnes. Et avant de parler de la transformation agile elle-même, je vais vous parler de la transformation du groupe. En 2022, on a changé de directeur général et on a lancé un grand plan stratégique pluriannuel qu'on a appelé Nouvelle Donne, qui vise déjà à traiter 2 risques vitaux. Le premier qui est de restaurer l'équilibre économique d'AG2R Prévoyance et le deuxième qui est de changer de braquet en matière de système d'information. Et je vais y revenir après. Et puis, les autres piliers sont autour d'améliorer l'expérience pour nos clients à travers davantage de digitalisation, davantage d'omnicanalité et en effet miroir, améliorer aussi l'expérience pour nos collaborateurs de manière à développer l'engagement et l'efficacité. On cherche également à développer la croissance de tous nos métiers de manière rentable en s'appuyant notamment sur la simplification de nos process et de notre organisation, et puis davantage de mutualisation entre les différentes entités du groupe. Donc ça nous fait nos 8 piliers. C'est assez ambitieux, ça traite toutes les directions du groupe, et donc on s'est lancé pour réaliser ça dans une réflexion de l'organisation elle-même qu'on a choisi de construire autour de la plateformisation. Cette plateformisation, ça a surtout une résonance côté informatique. Notre système d'information était très morcelé, très obsolète et une grande complexité d'architecture qui venait de toute notre historique et de rapprochement d'entités dans le passé. Il nous fallait remettre tout ça à l'état de l'art, rattraper notre retard et nous mettre en trajectoire pour être un acteur de référence du marché et donc connecté à tout notre écosystème. D'où ce concept de plateformisation pour aller chercher une structure très granulaire, interconnectée, autour d'un modèle clé de originateur-agrégateur. Nos différents métiers, avant, ils étaient très verticaux, très silotés, et on les a redécoupés pour distinguer des originateurs, qui sont ceux qui construisent les produits et qui opèrent les services de gestion pour le compte des clients, et des services agrégateurs qui sont ceux qui commercialisent les produits et qui gèrent toute la relation avec la clientèle.
Et ce dialogue originateur-agrégateur, il vient complètement structurer la relation de nos métiers et il vient aussi introduire une réorganisation, une nouvelle architecture de notre système d'information, avec donc beaucoup plus d'échanges et de dépendance entre ces plateformes. Tout ceci est sous-tendu par des fondations, des socles communs, qui ont vocation à être vraiment communs, mutualisés, qui deviennent des vrais produits, qui ont leur propre ligne éditoriale, par rapport à notre état précédent, où les fondations, qui étaient censées être communes, en fait, avaient été complètement spécialisées par silos, parfois doublonnées, et donc elles n'étaient plus si communes que ça. Donc là, on réintroduit à nouveau de la transversalité. Et pour que tout ça fonctionne, ça nous a amené à poser le besoin d'avoir un modèle opérationnel, un Target Operating Model, qu'on a appelé le TOM, et donc c'est le nom du programme qui conduit cette transformation. Donc vous l'avez compris, notre programme de plateformisation est très ambitieux. Sur 6 ans, avec 630 millions d'euros, on va changer absolument toutes les briques du système d'information, les couches basses, les systèmes d'échange, les systèmes de cœur de gestion, le digital, la data, la compta, on change tout. Et on s'est rapidement rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir le faire avec une organisation qui fonctionne en cycle en V, avec des métiers très silotés, des prises de décision très longues. Et donc c'est pour ça que ce modèle, ce programme, il est adossé à ce modèle opérationnel, à cette transformation agile. Donc ce TOM, notre Target Operating Model, c'est avant tout un cadre de référence qu'on a construit pour fixer les règles du jeu, qui régissent les relations à l'intérieur des équipes informatiques et en relation avec les partenaires métiers. On s'est basé sur les standards de référence du marché, SAFe, Scrum, on n'avait pas besoin de réinventer la roue. Il se base sur les 4 piliers, l'agilité, le mode produit, le DevOps et le release management. Alors l'agilité, ce n'est pas complètement nouveau dans le groupe. On a commencé à en faire il y a 10 ans, 15 ans. On est même passé à l'échelle sur certains périmètres depuis 5 ans, mais c'était très hétérogène. On a certaines équipes qui étaient encore complètement en relation client-fournisseur, cycle en V, qui n'avaient jamais fait d'agilité du tout, et puis d'autres beaucoup plus avancées. Donc c'est aussi un enjeu du TOM d'aller poser un modèle qui soit homogène entre tous les périmètres pour pouvoir se comprendre et être plus efficace. Tout ce modèle repose sur un accompagnement avec des coachs opérationnels sur le terrain. On a globalement une équipe de 25 personnes, des coachs agiles, des coachs DevOps, de la conduite du changement, de la communication, qui travaillent en proximité de toutes les équipes. Et on a déjà 7 trains qui sont lancés, avec quelques autres pour atteindre une petite dizaine en prévision. On a une centaine d'équipes produits. Et puis, je le disais, globalement, une population de 2000 personnes à accompagner. Et vous avez bien compris l'enjeu de notre programme de plateformisation. On va chercher à développer de la fluidité, de l'efficacité pour les phases de build, mais aussi pour améliorer la maintenance du système et pour aller chercher de la création de valeur en continu et nous amener à prioriser en permanence. Parce que dans notre grand programme, on a beaucoup de sujets à exécuter en même temps et on a forcément des problématiques de priorisation. Maintenant qu'on a posé ce cadre, je l'ai dit assez souvent, on a des problématiques de synchronisation transverse. Et donc, il nous fallait trouver un dispositif pour orchestrer tout ça de bout en bout. Connecter notre stratégie avec l'exécution. Donc, on a, autour de toutes ces plateformes, on a des collectifs de portefeuille. Donc, c'est globalement aligné avec nos grands métiers. Ces collectifs de portefeuille, ils portent la stratégie du groupe, ils portent leur feuille de route, ils établissent leurs priorités, ils tournent avec leur cérémonie classique de revue de portefeuille régulière, mensuelle, trimestrielle. Et puis, en phase 2, on a les équipes de delivery. Là, on a tous les écosystèmes, des trains verticaux par plateforme métier,
des trains transverses, de socles mutualisés, des équipes produits unitaires, des équipes produits regroupées dans des solutions, mais qui n'ont pas la taille critique pour être en train. Donc on a plein de choses. Toutes ces équipes suivent globalement les différentes cérémonies de SAFE, mais les outils que met SAFE à disposition sont plutôt tournés vers l'intérieur d'un train. Il n'y a pas de dispositif pour aller gérer les relations entre les écosystèmes. Et tous ces écosystèmes, on va leur demander de s'engager sur leur delivery. Mais pour qu'ils puissent s'engager, il faut qu'on ait quand même une bonne gestion de nos adhérences. Essayer de mettre une cellule de pilotage à base de PMO au milieu de tout ça, on s'est rapidement rendu compte que ça n'allait jamais être possible. On a un effet d'échelle, on a un effet de dynamique de flux. D'un incrément à l'autre, les équipes peuvent être amenées à interagir avec des équipes complètement différentes. Et puis, on a un problème de rapidité de prise de décision. Je ne vous cache pas que faire tout le programme de plateformisation en 6 ans, c'est un petit peu challenging. Et donc, il fallait qu'on ait des mécanismes de prise de décision assez rapides. Donc, on est allé chercher 2 outils, du cadencement, d'une part, et de la responsabilisation des acteurs pour qu'on n'ait pas besoin d'un grand PMO central qui pilote tout. Donc, pour faire ça, on a commencé par recadencer le delivery de toutes les équipes en mettant un calendrier identique pour tout le monde. Les dates de sprint et les dates de PI planning sont les mêmes pour tout le monde. Les PI planning, on leur a donné 2 semaines pour quand même essayer de ne pas avoir tout le monde en même temps et pour que les acteurs qui doivent tous participer à l'un ou à l'autre des PI planning puissent se répartir. Ça a quand même un petit inconvénient, ça n'a pas facilité la logistique des salles pour réussir à loger tous nos PI planning. Mais globalement, ça a la vertu de permettre que les temps de préparation soient les mêmes pour tout le monde et qu'on puisse, en cours de PI planning, dans notre quinzaine des PI planning, pouvoir avoir des interactions directes et avoir un rétrofit à intégrer entre le jour 1 et le jour 2. Ça permet d'avoir davantage de synchronisation. Mais tout ça, ça restait à l'échelle d'une équipe, d'un écosystème, d'un train. Et ça ne répondait pas encore complètement à notre vue complètement transverse. Et donc, on a été chercher un nouveau dispositif qu'on a construit avec l'aide d'InSpirit, qu'on a appelé la release conférence. Et cette release conférence, elle a pour vocation de travailler la capacité, le lien entre nos ambitions dans les portefeuilles et puis nos équipes de delivery sur le terrain qui doivent s'engager. Mais pour s'engager, encore faut-il qu'elles aient la vision totale de ce qu'elles ont à faire. Et donc cette release conférence, elle vient répondre à plusieurs objectifs, amener de la visibilité déjà, pour voir le panorama de tout ce qu'il y a à délivrer. Et c'est notamment vital pour les équipes transverses, les solutions mutualisées, qui souvent avaient une visibilité très court terme, parce qu'elles étaient mobilisées, sollicitées par les autres écosystèmes, assez souvent au dernier moment. Donc ça arrivait qu'elles aient des visibilités à 2-3 semaines. Là, elles viennent de gagner tout un horizon à au moins 3 mois, voire plusieurs incréments. Donc de la visibilité transverse. Ça a amené aussi la capacité à mettre en évidence les adhérences. Et on va rentrer plus dans le détail tout à l'heure pour que chaque équipe expose de quelles autres équipes elle va avoir besoin. Et puis, ça permet aussi, une fois qu'on a la visibilité d'ensemble, de faire émerger des problèmes de contention. Est-ce qu'on va avoir la capacité à traiter tout ce qui est prévu? Et quand, évidemment, ça arrive, on ne répond pas oui à ces 3 conditions, eh bien, de déclencher de la priorisation, de la prise de décision immédiatement avant les PI planning. Et quelque part, ça nettoie la voie, ça ouvre la voie pour avoir des PI planning efficaces qui vont se concentrer uniquement sur des choses qui seront globalement en capacité d'absorber. Alors que jusqu'à présent, on était assez pollué par une multitude de demandes en entrée des PI planning et une bonne partie d'entre elles qui étaient recalées, faute de capacité. Donc ça permet de calibrer et que les travaux du PI planning soient directement efficaces. Donc voilà l'intention, et je vais passer la main à Frédéric qui va vous expliquer le comment on fait tout ça.
Merci. Oui, l'idée aujourd'hui, c'est aussi de vous partager des choses un peu concrètes sur la manière avec laquelle on s'y prend. Donc on va rentrer un peu dans qu'est-ce que c'est que cette release conférence qui est maintenant intégrée dans le cycle de delivery complet. Hein. Là, on fait vraiment le focus sur qu'est-ce qu'on fait dans cette release conférence en préparation des plannings, des PI planning. Mais en fait, elle rentre dans tout le cycle. C'est un événement qui rentre dans tout le cycle de release management. Donc, de quoi discute-t-on dans ce grand événement? On discute du degré de préparation des features que l'on souhaite proposer au prochain PI Planning. L'idée, c'est de s'assurer que les équipes vont nous dire oui, la feature, elle est prête, je l'ai en visibilité. On a suffisamment de choses sur cette feature pour pouvoir la proposer à notre PI Planning. Est-ce qu'on a des besoins de maturation entre équipes parce qu'il reste des choses à décider dans les 3 semaines qui nous restent avant le PI Planning? Ou bien est-ce que non, là, il ne nous reste plus que 3 semaines, le sujet est compliqué, il faut qu'on déclenche une décision sur le fait de éventuellement le reséquencer, le couper autrement, etc. Est-ce qu'on a des risques de contention? En clair, l'objectif, c'est d'arriver à la fin de l'événement avec des équipes produits qui nous proposent les décisions à prendre, qui sont ensuite remontées dans les management reviews. Qui est-ce qu'on invite? Eh bien, on a besoin d'une représentation à la fois des epic owners, des demandeurs hein, qui viennent du portefeuille, qui viennent d'en haut, et puis une représentation de notre réseau de delivery, du réseau d'équipes et de trains. Donc on invite les epic owners, les architectes d'entreprise, les VMO, c'est pour ceux à qui ça parle, hein, qui sont les Value Management Officers des portefeuilles, ou des pilotes de portefeuille, des directeurs de programme, hein, il n'y a pas que des épiques dans les portefeuilles. Sur le côté produit, alors c'est une réunion de représentants, on n'invite pas tout le monde, on ne peut pas inviter toutes les équipes, hein, 400 personnes tu disais hein, sur la première je crois, c'est beaucoup, et en 2 jours, avoir des échanges à 400 c'est assez compliqué pour être conclusif, donc on est obligé de sélectionner un peu, donc on invite les PM, les product owners, donc product manager, product owner, système architecte, des produits et des trains qui sont impactés par les demandes. Les RTE, parce qu'évidemment, pendant les 2 jours, ils vont entendre des choses qui peuvent modifier leur agenda de PI Planning, qui va se passer dans les 2 semaines qui suivent, modifier les invitations. Donc, c'est important pour eux d'entendre et de savoir ce qui se dit durant la release conférence. Et puis, des représentants de notre équipe de release management, parce qu'en fait, cette release conférence détour, c'est un premier détourage de la release de fin d'incrément. Voilà, et ça, c'est préparé. L'événement, il est préparé et animé par la direction du pilotage du portefeuille d'entreprise avec le soutien du TOM. Mais c'est vraiment quelque chose qui est intégré donc, dans l'ensemble des instances officielles, on va dire, du programme de plateformisation. Donc ça se passe 3 à 4 semaines avant les PI Planning. Bien comprendre que ce n'est pas un PI Planning avant les PI Planning. On ne va pas décider durant cet événement, pour les équipes alors qu'elles ne sont pas là, de ce sur quoi elles vont s'engager. On est là en train de préparer, de se mettre en condition pour pouvoir avoir des PI Planning qui se déroulent assez bien et qui vont tenir compte de la vision bout en bout des demandes en se disant pour délivrer tel épique ou tel feature qui sert un métier particulier, on a besoin de traiter des impacts dans tel produit, dans tel produit, dans tel produit, et on va pouvoir l'engager en même temps dans l'ensemble des équipes produits. Alors, le séquencement des événements pour la release conférence, bon, en haut, vous voyez le travail qui est fait par les portefeuilles. La préparation, elle est continue, hein, entre les demandeurs, les epic owners, et les product managers, le fait d'identifier les produits impactés, les features à faire, comment on veut les séquencer, PI après PI, et matérialiser tout ça dans une solution roadmap. Je vais vous montrer juste après comment on la matérialise, cette solution roadmap. Donc ça, c'est un travail préparatoire qui est amené dans l'événement de la release conférence, qui est en fait coupé en 2. Donc en 2 jours, durant les 2 jours, il y a cet événement de partage, ce retour des équipes sur les décisions à prendre, qui sont ensuite, selon le type de décision à prendre, amenées dans des management reviews qui peuvent être locales à un écosystème ou qui, parce qu'elles impactent des éléments plus importants du programme, qui remontent à une instance de décision globale. Ce qui est important, c'est que ces management reviews doivent avoir lieu également avant les PI planning. Donc, elles sont en général calées dans la semaine qui suit, voire dans les 2 semaines qui suivent la release conférence elle-même. Et donc, ce qui sort de ça est utilisé par les RTE pour faire leur pré-PI planning, qui est une réunion un peu technique entre les RTE, où ils s'accordent sur qui vient à quel PI planning, hein, en fonction de l'ensemble des dépendances.
Ils mènent leur PI planning et en fonction de ce sur quoi les équipes ont pu s'engager, eh bien, il peut y avoir une évaluation, une évolution de nos solution roadmap à l'issue et éventuellement même des management reviews qui sont déclenchés s'il y a des choses importantes qui n'ont pas pu être embarquées. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, il y a deux slides, le deuxième est un peu plus zoomé. C'est juste pour vous montrer, c'est la réalité en fait. Ça, ce sont les boards, la photo a été prise il y a 2 jours. C'est les boards qui sont en cours de préparation pour le prochain événement qui aura lieu mi-octobre. On a choisi un support visuel. Il y a beaucoup d'informations, mais le support visuel, il a l'avantage de montrer la densité, la quantité de travail, où sont les dépendances. Et donc, vous voyez en colonne les PI. On a un PI d'été, un PI d'hiver. Donc la cadence synchronisée, dont on parlait tout à l'heure. En ligne, chaque ligne de nage représente une équipe produit, ou un regroupement d'équipes produits, ou un train, hein, parce qu'on a cette variété. Et ce que l'on représente au croisement entre les lignes et les colonnes, ce sont les features qui ont été identifiés, les impacts qui ont été identifiés pour répondre à une épique que vous voyez tout en haut sur la ligne grise, je le montrerai juste après, de manière un peu plus détaillée. Et les traits qui descendent, eh bien, ce sont les dépendances entre les équipes qui permettent de répondre à une épique particulière. L'outil, pour ceux que ça intéresse, qu'on utilise pour ça, c'est Confluence Whiteboard, qui a l'avantage d'être intégré à l'écosystème Atlassian. D'ailleurs, s'il y a des personnes d'Atlassian dans la salle, on aurait peut-être des suggestions à vous faire sur, ou des besoins d'amélioration, parce que vous voyez qu'on l'utilise vraiment beaucoup. Donc, pourquoi Confluence Whiteboard? Il est donc connecté à Jira, et ce qui nous évite d'avoir de la ressaisie. Pour toutes les épiques qui sont saisies dans nos backlogs, toutes les features qui sont saisies dans nos backlogs, elles peuvent apparaître directement sur ce board sans qu'on ait besoin de demander aux gens de faire de la ressaisie, de la double saisie. Et donc, c'est un atout. Alors, la version un peu plus zoomée, la voici. Donc, vous voyez qu'il y a à nouveau, en haut dans la ligne grise, ce sont les épiques, les jalons projets demandés par nos écosystèmes. En ligne, on a donc, sur chaque ligne de nage, un dispositif de delivery. À nouveau, c'est soit un train, soit un regroupement d'équipes. Je crois que nos amis du train DataGil qui nous présentaient leur manière de travailler ce matin sont sur cette liste. Et donc, au croisement entre les deux, donc ce que vous voyez, les tickets vert, jaune, donc il y a un code couleur qui représente la nature, le niveau de maturation du besoin ou du sujet, de la feature en question. Donc on est à la My Feature et on représente les features qu'on imagine proposées au PI Planning pour chacune de ces équipes. Donc pour vous donner un exemple, si on veut améliorer notre vision 360 des clients, ben, sans doute qu'on va avoir besoin d'aller chercher des choses dans nos outils de gestion. On a des trains qui gèrent les outils de gestion. On va peut-être avoir besoin de remettre en forme la donnée correctement et donc faire appel à notre train qui gère la donnée, qui la met dans le cloud et qui permet de créer des produits de données et qui va être ensuite exploité, par exemple, dans notre train digital. Et si on veut avoir justement une valorisation de cette vision 360, ben on a déjà juste 3 dispositifs différents qui vont être sollicités. Et ce qui intéresse le métier, évidemment, c'est d'avoir la vision bout en bout, c'est-à-dire la valeur, elle va être mesurée par le métier quand l'ensemble de ces évolutions seront à disposition. Et donc, ça nous permet de considérer cette vision bout en bout, de consolider cette vision bout en bout sur les choix de priorité que l'on a. Donc, le code couleur, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais on a différentes couleurs qui représentent et qui reflètent effectivement la maturation. Alors, pourquoi on parle beaucoup de maturation? Parce que comme on a un système qui est très connecté, très interconnecté, c'est vraiment un réseau d'équipes, le fait de faire mûrir une épique implique beaucoup plus de travail que quand on a juste une épique qui nourrit un train. Il faut que les équipes techniques se mettent d'accord sur où est-ce qu'on se sépare, comment on se répartit le travail. Et ça, c'est un travail qui ne peut pas être fait qu'au moment du PI Planning, c'est un peu tard. Il y a un travail amont, minimum, il faut identifier le minimum de choses que l'on va affecter, que chacune des équipes produit va devoir prendre. Et donc ce travail de maturation, on a besoin de le suivre parce qu'au rythme où va le programme de plateformisation, il faut qu'on puisse injecter et démarrer les travaux. On ne peut pas forcément qu'on réduise la situation ou les cas où on a un train qui va engager une évolution sur un PI et l'autre qui ne va pas le faire parce qu'il n'avait tout simplement pas en visibilité. C'est dommage.
Donc, lors de la release conférence, on fait apparaître ces besoins. Et ces dépendances, et vous voyez que ça, c'est une photo de la deuxième release conférence, c'est vraiment ces boards qu'on utilise durant l'événement. C'est-à-dire le support principal de l'événement, ce sont ces boards qui sont construits en préparation et entretenus au fil du temps. C'est pas le bon bouton. Enfin, je peux revenir en arrière hein, si vous voulez. Mais... dernier slide sur le contenu. Là, bon, il y a beaucoup de détails, je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez, il y a en gros dans la journée, comment on organise ces 2 jours. Durant ces 2 jours, chacun des 7 écosystèmes a un slot. On calibre la durée lors de la préparation. Donc un slot de temps, un créneau de temps. C'est les créneaux verts, durant lequel ils disposeront de 25% du temps pour juste rappeler quels sont les grands enjeux qu'ils ont sur le PI à venir et quels sont les impacts sur les différents produits. Mais le cœur de la présentation n'est pas le sujet lui-même, ça doit être fait en préparation. Le cœur de la discussion, il est vraiment sur, pour tel besoin, voilà les impacts produits, et on aimerait que vous les engagiez au prochain PI Planning. Les sessions, donc voilà, on en a 7 hein, comme ça sur les 2 jours. Les sessions bleues, c'est les sessions de travail qui sont entre équipes et Epic Owner. C'est des moments réservés, ils ne sont pas facilités, mais c'est pour permettre aux équipes, un peu comme un team breakout dans un PI Planning, pour permettre aux équipes de discuter entre elles, de discuter avec les Epic Owners, et de manière à résoudre une partie des problèmes qu'ils peuvent avoir, du genre, là, il faut qu'on fasse un atelier en urgence pour finir de mûrir telle ou telle feature si on veut pouvoir l'engager au prochain PI. Exemple type qu'on peut avoir. Et le dernier point, qui est le partage global, donc le retour des équipes sur l'ensemble des sujets qui leur sont demandés, proposés. Et là, on revient sur ce dont parlait Christelle tout à l'heure. Ce qu'on leur demande, c'est de nous dire est-ce que les features envisagées, vous allez pouvoir les proposer parce qu'elles sont suffisamment mûres. Et puis, on verra si durant les PI Planning, elles sont embarquées. Est-ce qu'il y en a qui sont trop peu matures et qui nécessitent que vous déclenchiez en urgence des ateliers pour finir de les mûrir? Ou bien est-ce qu'il y en a que vous allez demander de redécouper, reséquencer, reporter? Quels sont les risques de contention s'il y en a ou de surcharge? Et on a des équipes, pas toutes, mais on a des équipes qui évidemment sont un peu des nœuds ou des points focaux. Et ce n'est pas toujours les mêmes à chaque PI. Enfin, il y en a quelques-unes qui reviennent régulièrement quand même, mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes. Et donc on leur demande, et on demande bien aux équipes et aux trains de nous dire quelles sont les décisions que vous souhaiteriez que l'on prenne. Et ils porteront ces décisions dans les management reviews. Pour l'instant, on a beaucoup de discussions à avoir déjà à 200 ou 220 durant les 2 jours. C'est difficile de mettre les management reviews dans l'événement, donc c'est aussi pour ça qu'elles sont déportées. Et puis elles mobilisent des interlocuteurs qui ne sont pas forcément présents durant la release conférence. Donc voilà pourquoi on déporte pour l'instant encore nos management reviews. Voilà. Donc ça, c'était pour partager un peu une manière concrète de faire. Et on en arrive au 3e événement bientôt. Et je te laisse la conclusion. Et donc effectivement, on a maintenant 2 séances de release conférence derrière nous. Donc on a un retour d'expérience et on a commencé à voir vraiment les bénéfices tangibles. Pour être honnête, on les a vus dès la toute première release conférence. Le premier bénéfice énorme, c'est la visibilité. Là, tout le monde a pris conscience de l'ampleur de tous les travaux qu'on a à mener de front, sur tous les périmètres, pour tous les métiers. Et donc ça donne une vision complète à tout le monde. La carte vraiment posée à plat. Ça donne aussi la vision noir sur blanc de toutes les adhérences. On a notre réseau d'adhérence qui est connu, qui est mis en lumière. Bien sûr, dans les premiers événements, on a découvert plein de choses. Quand je parle de visibilité, quand je parle d'adhérence, en live, des équipes ont découvert que, ah tiens, il y a besoin de moi à tel endroit, je n'étais pas au courant. Donc, cette visibilité et cette vision des adhérences, c'est clé et ça a été immédiatement un énorme bénéfice. On l'a évoqué, ça permet d'avoir un état des lieux sur notre maturité à 3 semaines des PI Planning. C'est pour ça qu'on a vraiment ajusté pour voir à quel moment il fallait les mettre. 3 semaines avant, ça permet quand même que l'essentiel des sujets ait été suffisamment maturé, même si bien sûr les métiers continuent à dire ah, c'est un peu trop tôt, on n'est pas prêt. Mais ça laisse le temps d'aller boucler les derniers travaux préparatoires avant les PI Planning et donc de mettre les bouchées doubles pour finir de maturer des sujets.
et pour éventuellement éliminer complètement des sujets qui ne seraient pas du tout mûrs à 3 semaines du PI Planning. Ça a également généré des échanges. Ça a amené des équipes à se parler, des équipes qui probablement ne se seraient pas parlé du tout ou se seraient parlé au dernier moment. Donc ça a une vertu d'amener le dialogue, de construire le dialogue. Ça a amené un mécanisme, et c'était quand même ça l'objectif absolu, c'était de prioriser et de prendre des décisions. Ça met en exergue, au milieu de tout le sac de nœuds de notre plateformisation, où sont les contentions, quelle priorisation transverse on va pouvoir faire, et aller déclencher des prises de décision dans ces management reviews. Et d'ailleurs, Frédéric, tu le disais juste à l'instant, c'est quelque part un peu volontaire qu'on n'ait pas les management reviews aussi pendant les journées, parce que ça permet de bien dissocier et de ne pas se noyer. Il y a le moment où on fait l'état des lieux, et puis après, dans les management reviews, il y a le temps de la prise de décision. Et c'est bien d'avoir pris un peu de recul et d'avoir la vision d'ensemble avant de prendre les décisions. Et puis, on a une grande concentration des échanges. Alors bien sûr, ça coûte cher. On réunit un grand nombre de personnes pendant 2 jours, donc ça coûte très cher, mais c'est redoutablement efficace pour avoir organisé des échanges entre toutes ces personnes. Et un de nos directeurs nous disait, en sortie de la première release conférence, imaginez la quantité de mails qu'on a évité avec ces 2 jours. Donc c'est vraiment un dispositif efficace, comme le sont les PI Planning à l'échelle d'un train. Et donc la matérialisation de ces bénéfices, on l'a mesurée par des NPS. La toute première release conférence, on a eu un score, on n'y croyait pas. Un NPS à 30 pour notre toute première tentative qu'on avait organisée en catastrophe en 3 semaines. Et en fait, c'était un peu l'effet waouh. C'était une sorte d'euphorie collective d'avoir eu notre visibilité et nos adhérences mises au grand jour. Et puis, la deuxième release conférence, au mois de juin, là, on a pris un peu de recul, on a un peu mûri. On avait un NPS à 0, qui était quand même beaucoup plus cohérent, parce qu'on a pu poser des choses, on a encore toute une liste d'améliorations pour rendre le dispositif encore plus fonctionnel. Et donc, justement, ces axes d'amélioration continue, on en a plusieurs. D'abord, faciliter la manipulation des boards. Frédéric l'a dit, c'est quand même extrêmement dense. Ça signifie qu'on a cherché des moyens. Alors c'est là qu'on fait des petits appels du pied au whiteboard Confluence pour aller encore enrichir ses fonctionnalités. Mais on a essayé de travailler l'ordre dans lequel on affiche les lignes, des codes couleurs, des tags, pour essayer d'avoir une lecture un peu différenciée du plat de spaghettis qu'on affiche dans ces boards. Mais on a quand même encore des besoins d'amélioration. Néanmoins, c'est utile de ne pas masquer la complexité de la situation. Mine de rien, rien que voir la densité de nos boards et l'enchevêtrement des dépendances était déjà un enseignement pour illustrer, faire prendre conscience à tous nos sponsors de la quantité de balles en l'air qu'on a en même temps. Et donc, c'est un reflet de la complexité du système. Et rien que ça a déjà une valeur ajoutée d'en prendre conscience. Ensuite, on voit émerger des initiatives pour actualiser les boards en continu. Jusqu'à présent, on a construit nos solution boards pour vraiment l'animation de cette release conférence. Entre 2 release conférences, donc pendant les 3 mois de l'incrément, les boards ne vivent pas. Mais on voit apparaître quelques écosystèmes qui se sont dit, plutôt que de devoir tout remettre à jour tous les 3 mois, avec un effort quand même assez conséquent, essayer d'aller actualiser en continu ces boards pour s'en servir comme un outil opérationnel de gestion des dépendances. Alors on va essayer d'examiner comment ça prend, cette approche, parce que ça nécessite un effort quand même assez lourd d'aller les maintenir en permanence, mais ça apporte un outil de pilotage de ces dépendances qui peut être assez intéressant. Donc on va voir si les premières initiatives continuent dans la durée. On compte aussi sur cette release conférence pour fluidifier les échanges opérationnels cross-train. Donc c'est vraiment la finalité de la release conférence, d'avoir ces échanges-là, mais c'est à un moment, c'est ponctuel.
ça ne facilite pas ensuite, il n'y a rien qui vient faciliter le dialogue entre les équipes de manière opérationnelle pendant l'exécution de l'incrément. Les PI planning, eux, à l'intérieur d'un train, viennent structurer, et puis toute la mécanique du train vient structurer les échanges entre les équipes produits. Mais là, entre les trains, on a assez peu de dispositifs, et on compte sur cette release conférence pour donner la matière, donner le fil que les équipes vont pouvoir tirer pour continuer à se parler et à collaborer pendant l'incrément en dehors de la release conférence. Et puis le dernier axe, c'est d'aller se projeter à un peu plus long terme. Les 2 premières release conférences étaient quand même très focalisées sur l'incrément qui allait démarrer. On commençait à évoquer des sujets qui allaient venir dans les incréments suivants, mais on était quand même assez focus court terme. L'ambition qu'on a, c'est d'aller chercher une vision à 2 ou 3 incréments pour vraiment avoir une roadmap des épiques qui vont arriver en maturation et pour pouvoir être dans l'anticipation. Donc ça, un peu, c'est nos axes d'amélioration continue. Et puis pour terminer, je voudrais partager avec vous 2 points de vigilance très importants. Le premier, c'est le dosage de la granularité des sujets qu'on va exposer dans cette release conférence et qu'on va donc mettre dans nos solution boards. Il faut choisir la finesse des sujets qu'on y met. On a fait le choix. Au début, on a dit on va mettre tout ce qui est transverse. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant comme qualification, parce qu'il y avait des équipes qui ne mettaient pas la même chose derrière le mot transverse. Donc on s'est interrogé s'il fallait exposer toutes les activités de toutes les équipes, ce qui a l'avantage de donner une vraie vision des dépendances et de la capacité à faire, mais ça nous noie dans le détail, et 2 jours ne sont plus suffisants pour traiter tout ce que toutes les équipes traitent au quotidien. Donc on a fait le choix de n'y mettre que des sujets transverses à plusieurs écosystèmes, ou des sujets qui vraiment vont mobiliser des équipes mutualisées, très sollicitées par tous les écosystèmes. Donc cette notion de dosage, elle est vraiment fondamentale. Et puis le deuxième point de vigilance, c'est trouver le juste niveau de participation. On l'a évoqué, la première release conférence, on était 400. Donc 400 pendant 2 jours, ça commence à coûter cher. Et puis ça génère beaucoup d'échanges. Et donc pour canaliser un peu tout ça, la deuxième release conférence, on a restreint à 200, 220 personnes. Et donc en se disant qu'on a besoin d'un seul porte-parole par épique, on a besoin d'un seul représentant par équipe produit. Alors généralement c'est le PO ou le PM. Donc voilà, on essaye de restreindre aux acteurs clés, mais sans oublier quand même des acteurs transverses qui ont besoin d'être là. On a évoqué qu'il y avait besoin d'avoir tous les RTE pour qu'ils aient en visibilité toutes ces dépendances qu'il va leur falloir gérer dans l'exécution de l'incrément. On a besoin d'avoir la communauté des architectes. On a besoin d'avoir les équipes d'infrastructure qui sont assez souvent mobilisées au dernier moment et qui ont besoin eux aussi d'avoir cette visibilité. Donc quelque part, on a besoin de drainer des acteurs très opérationnels qui soient focus pour qu'on ne se perde pas, mais quand même d'entraîner une population transverse qui tire de la valeur ajoutée d'avoir cette visibilité elle aussi. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Ce retour d'expérience qui est vraiment très en prise avec un outil opérationnel qu'on est allé inventer parce qu'on avait des problématiques auxquelles les modèles existants, en tout cas on n'a pas trouvé dans ces modèles-là des réponses à nos questions. Et donc on est à votre disposition maintenant pour répondre à vos questions.